La façade, respectabilité, foi et une maison trop grande pour la vérité, Westfield, New Jersey. Une ville où l'herbe est tondue avec méthode, où les volets semblent fermés comme il faut, où l'échec n'a pas de place officielle. C'est dans ce décor qu'habite John Emile List, comptable, ancien militaire, homme d'église, père de 3 enfants. De l'extérieur, il incarne la stabilité. Un mari rangé, un professeur d'école du dimanche, un voisin discret. Et pourtant, au cœur de cette normalité, une pression lente s'accumule, financière, sociale, psychologique, jusqu'à devenir une obsession de contrôle. La maison est un symbole et une prison. Breeze Knoll, une demeure imposante à Westfield. L'échelle du bâtiment n'est pas un détail décoratif. Elle devient un miroir cruel. Une grande maison signifie une grande réussite et des dépenses qui ne pardonnent pas. Selon les récits factuels les plus cités, Liszt traverse des difficultés financières et l'idée de perdre cette façade, la maison, le statut, le regard du voisinage, prend une dimension quasi existentielle. Son rapport à la religion ajoute une seconde couche. La foi, chez Liszt, n'apparaît pas comme un refuge doux, mais comme une structure morale rigide, un langage pour ordonner le monde. Plus tard, une lettre laissée derrière lui décrira le monde comme trop mauvais et présentera le meurtre comme une manière de sauver des âmes. C'est une rationalisation glaçante, mais essentielle. Elle montre une pensée qui transforme l'horreur en devoir. Les profils de Family Annihilator ont souvent un point commun, une honte intolérable. Ils ne supportent pas l'idée de chuter socialement. Ils préfèrent détruire l'univers entier plutôt que d'être vus comme échoués. Cette honte n'est pas une excuse, c'est une mécanique. Et chez Liszt, cette mécanique se combine à une capacité rare. Compartimenter, faire comme si tout allait bien, garder le visage lisse, continuer à jouer le rôle. À la fin de 1971, il y a deux John List, celui que la communauté voit et celui qui, intérieurement, prépare une sortie. Mais ce qu'il prépare n'est pas une fuite classique. Il prépare une disparition totale, effacer la famille, effacer le scandale et s'effacer lui-même. 9 novembre 1971, le crime comme procédure. Le 9 novembre 1971, la maison de Westfield devient une scène de crime, non pas chaotique, mais organisée. Les sources décrivent que Liszt tue 5 membres de sa famille, sa femme Helen, sa mère Alma et ses 3 enfants, Patricia, Frédéric et John. Il utilise des armes à feu, souvent mentionnées, un pistolet 9 mm et un revolver 22. Ce qui frappe dans la chronologie rapportée, c'est la dimension planifiée. Il attend que certains membres rentrent, agit selon des moments. Il ne s'agit pas d'une explosion de colère. Dans le récit factuel, c'est une exécution méthodique. Et la scène elle-même porte la marque du contrôle. Liszt déplace des corps, les place dans des zones précises de la maison. Ils sont résumés les plus répandus, indiquant qu'il dispose notamment plusieurs corps dans la salle de bal, tandis que celui de sa mère reste dans une partie supérieure de la maison. Puis vient le détail qui transforme le crime en stratégie. Liszt baisse le chauffage pour ralentir la décomposition, règle une radio sur une station religieuse, nettoie et, dans un geste symbolique rapporté, retire sa propre image de certaines photos familiales. Ces gestes ne prouvent pas une psychologie à eux seuls, mais ils dessinent une intention, faire durer le mensonge. Enfin, il laisse une pièce narrative, une lettre de plusieurs pages adressée à son pasteur, où il explique ses motivations, notamment l'idée de sauver les âmes et d'épargner la honte. C'est un acte de mise en scène. Il cherche à contrôler non seulement les corps, mais le récit. Le plus sinistre, c'est la temporalité. Les meurtres ne sont pas découverts immédiatement. Les faits couramment rapportés indiquent que la découverte n'a lieu que le 7 décembre 1971, près d'un mois plus tard, en partie parce que Liszt a envoyé des notes aux écoles et interrompu certaines livraisons, courriers, lait, journaux, créant une illusion d'absence normale. Ce délai n'est pas un accident, c'est une partie du crime. L'art de disparaître en 1971. Effacement administratif, invisibilité sociale. Après le massacre, Liszt ne court pas dans la nuit comme un fugitif de film. Il s'extrait du décor comme un homme qui ferme un dossier. Le pays est grand,
L'époque est analogique. Les contrôles d'identité sont incomparables à ceux d'aujourd'hui. Et List exploite cela. Il se construit une seconde vie. Les sources les plus utilisées dans la chronologie du dossier rapportent que il adopte un alias, Robert Peter, Bob Clark. L'intérêt de cet alias n'est pas seulement le nom, c'est la cohérence. Il ne se fabrique pas une personnalité extravagante, il se fabrique une personnalité plausible. Un homme discret, travailleur, ordonné, la même silhouette morale que John List, mais sans passé. Il y a aussi la piste aéroport, souvent mentionnée. Sa voiture est retrouvée près de JFK, ce qui suggère un départ possible, mais laisse aussi place à l'ambiguïté. Dans une disparition, l'ambiguïté est utile. Elle disperse les recherches. Ce chapitre est celui où, on comprend un mécanisme terrifiant. La fuite la plus efficace, N, est, et pas la cavale, C, est la normalité. Un homme qui se rend au travail, qui paie ses factures, qui dit bonjour, devient invisible. Parce que la société ne regarde pas l'homme banal. Elle surveille l'homme bizarre. List, lui, choisit de ne pas être bizarre. La police, pendant ce temps, possède un suspect évident, mais pas d'adresse. Pendant des années, l'enquête piétine. Pas parce qu'on ne sait rien, mais parce qu'on ne sait pas où frapper. Il n'y a pas de téléphone cellulaire à pister, pas de carte bancaire traçable comme aujourd'hui, pas de caméra partout. La disparition devient un désert de données. Et plus le temps passe, plus le dossier se fige. Témoins vieillissent, souvenirs se déforment, pistes se refroidissent. Le père disparu cesse d'être un homme et devient une idée. Le idée que un meurtrier peut être n'importe qui, quelque part Zéhara, derrière une paire de lunettes ordinaires. 18 ans sous un autre nom, double vie, foi recyclée, je mâche aux banalités comme camouflage. Ce qui choque dans l'affaire List, ce n'est pas seulement la durée de la cavale, mais son apparente stabilité. Selon les récits, Bob Clark travaille, vit comme un citoyen quelconque et s'implique à nouveau dans une communauté religieuse. Cette continuité N est pas anodine. Elle suggère que la fuite N n'est pas vécue comme une urgence permanente, mais comme une reconstruction lente et méthodique. Ici, L, analyse psychologique, devient incontournable. Comment peut-on vivre 18 ans avec un secret aussi massif sans S effondré? La réponse la plus plausible est la compartimentation. Certains individus sont capables de séparer leur réalité interne en pièces étanches. Une pièce où le crime existe, une pièce où l'on sourit aux voisins. Ils ne oublient pas, ils rangent. List se remariera sous son identité d'emprunt selon les récits publics. Cette relation devient un symbole moral. Un homme peut insérer dans une vie intime tout en portant une vérité qui devrait rendre tout contact impossible. Et pourtant, il y parvient, au moins jusqu'à son arrestation. Le détail le plus glaçant est aussi le plus humain. Autour de lui, des gens voient parfois quelque chose, une ressemblance, une étrangeté, mais ne veulent pas y croire. Le cerveau protège le quotidien. Il préfère supposer que ce n'est qu'une coïncidence. C'est ainsi que la normalité protège parfois le criminel. La société aime imaginer que le mal a une odeur. Dans ce dossier, le mal est inodore. Il porte une chemise. Il fait des déclarations d'impôts. Il parle poliment. Et pourtant, un mur finit toujours par exister. La biométrie. Même dans les années 1980, les empreintes digitales restent une signature difficile à effacer. La cavale de List tient à l'absence de lien, pas à l'absence de preuves. Une fois le lien créé, tout peut basculer. La chute, un buste, une émission, un appel et la fin de l'invisibilité. En mai 1989, l'affaire refait surface grâce à un outil puissant, la télévision. La chronologie la plus souvent citée indique que le dossier Haiti est présenté dans Liste émission America, S Most Wanted, et que un élément devient central. Un buste de progression d'un village réalisé par le sculpteur médico-légal Frank Bender. Ce buste est plus qu'une sculpture, c'est une hypothèse visuelle matérialisée. Il transforme une photo ancienne en visage contemporain. Et c'est précisément ce dont un public a besoin pour reconnaître quelque 1. Pas un souvenir, mais une présence.
Moins de 2 semaines plus tard, le 1er juin 1989, Bob Clark est arrêté. Les résumés mentionnent Richmond, Virginie. Les sources de synthèse rapportent que un signalement venant d'eux, un voisin ou des, une personne ayant vu elle, émission, conduit les autorités à lui. Puis viennent les empreintes. La vérité se ferme comme un piège. La suite est judiciaire. Selon l'article Associated Press repris par le Los Angeles Times, List est condamné et, le 1er mai 1990, il reçoit 5 peines de prison à perpétuité consécutive, la peine maximale. Ce moment n'offre pas un twist hollywoodien. Il offre quelque chose de plus froid, la confirmation que Helge ordinaire peut cacher leur impensable. Et il confirme aussi une vérité médiatique. Dans certains dossiers, la télévision et Heliquar Images font ce que les fichiers seuls ne peuvent cause pas faire, mettre un visage sur une absence. Analyse finale, la psychologie de la honte, du contrôle et de l'effacement. John List n'est pas seulement un tueur. Il est un effaceur. Il efface des vies, efface une scène, efface sa propre identité. Et il justifie cet effacement par un langage moral. Dans une interview rapportée par ABC News, List affirme avoir voulu épargner à sa famille la honte de perdre la maison et assurer qu'ils iraient au paradis. C'est le cœur psychologique du dossier, une rationalisation religieuse qui transforme le crime en salut. Ce n'est pas de la foi au sens chaleureux, c'est de la foi comme outil de contrôle. D'un point de vue criminologique, List correspond à un profil que la littérature décrit souvent comme Family Annihilator, motivé par une forme de désespoir narcissique, quand elle, image, effondre le sujet préfère supprimer la scène entière. Le crime est alors présenté comme un acte nécessaire, presque administratif. On retrouve cette logique dans la lettre au pasteur et dans la mise en scène post-crime. Chauffage abaissé, radio religieuse, corps placé, délai organisé. Et puis il y a la seconde partie, celle que beaucoup de crimes n'ont pas. Une cavale longue, stable, socialement plausible. Cela implique une capacité de contrôle émotionnel, de mensonge durable, de froideur fonctionnelle. La fuite devient une seconde carrière. Et c'est là que le cas dépasse le simple fait divers. Il devient une leçon sur l'invisibilité. Comment a-t-il disparu? Parce qu'en 1971, un homme qui a l'air respectable peut encore disparaître en devenant encore plus respectable. Parce que la société a tendance à associer le danger au désordre et non à la rigidité. Parce que l'on surveille les marges, pas le centre. Mais la disparition n'est jamais parfaite. Elle dépend du silence des autres, du hasard et du manque d'image. Un buste, une émission, un appel, la machine se grippe. Et lorsqu'elle se grippe, la vérité revient avec une violence simple. Il n'y a pas de mystère au sens romantique. Il y a un homme qui a voulu être introuvable et qui a presque réussi. Clôture forte. Ce dossier laisse une dernière question, plus inquiétante que « Où était-il » Combien de vies en Shade tiennent debout derrière une façade impeccable, non pas parce qu'elles sont saines, mais parce qu'elles sont contrôlées? John List a prouvé qu'on peut commettre l'irréparable, puis redevenir un voisin ordinaire, jusqu'au jour où une image vous rattrape.